Spartiate, bienvenue. On va parler de la récession qui approche et du cours du Bitcoin. Et je vais tenter de vous dire pourquoi, selon moi, c'est notre dernière chance d'entrer avant peut-être une explosion imminente. Donc on va voir tout ça. Pour ceux qui découvriraient la chaîne ou qui tomberaient pour la première fois sur mes vidéos, eh bien sachez que je parle ici voilà, de macroéconomie, de finance en général. On vulgarise un très simple. On n'essaye pas d'aller de faire mal à la tête, tout ça. Et on parle essentiellement de crypto, de Bitcoin, des altcoins, tout ça. Du Web3, de la blockchain. Et on touche à tout, l'immobilier, voilà, tout ça là. Donc bienvenue à tous. Et une semaine difficile qui est passée avec des résultats d'entreprises qui n'ont pas été bons. Et donc là, voilà, les marchés sont un peu en panique. Et on sent qu'on s'approche d'une récession. On a eu quelques chiffres US aussi qui ont montré que le chômage, cette fois aux États-Unis, est en train de diminuer. Donc ça, c'est les signes d'une récession. Et on est voilà, tout simplement en train de constater que aux États-Unis, en tout cas, les États-Unis sont en train d'entrer vraiment en récession là. Récession, c'est-à-dire une économie en difficulté, voilà, une économie qui plonge, voilà, tout est morose, on va dire. Voilà, l'économie tourne plus, est au ralenti. Il n'y a plus trop de consommation, tout ça. Il y a un chômage qui explose. Enfin, il y a un grand nombre d'Américains au chômage. Et voilà, il n'y a plus de consommation. C'est comme si l'économie américaine est à l'arrêt. Et c'est ça, voilà, une récession entre guillemets. Et là, on s'approche de ça. Et ça, c'était la grande crainte qu'on avait depuis déjà plusieurs mois. À chaque fois, quand les marchés là, ont baissé là, pendant toute l'année dernière, c'était cette crainte-là qu'on avait, là, cette peur que l'économie américaine tombe en récession et que tout s'écroule. Les marchés financiers et tout ça. Et là, cette crainte est arrivée, on va dire, à son paroxysme. On est vraiment... voilà, qu'est-ce qui crée cette crainte? C'est, on va dire, à force d'augmenter les taux d'intérêt, c'est ce qui fait penser... Parce qu'en fait, le fait de monter les taux d'intérêt, voilà, ils montent les taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Le fait de remonter l'intérêt, ça fait que quand on monte les taux d'intérêt... le prix des crédits monte. En fait, tous les taux aux États-Unis montent. Les taux immobiliers, les bons obligataires, et voilà, voilà, les obligations, tout monte en fait. Parce que c'est les taux qui montent. Donc les taux sur tout le reste sont en train de monter. Et donc, comme les Américains vivent beaucoup à crédit, et ben, dès qu'ils sont face à des choses où les intérêts sont élevés, et ben, ils freinent. Donc, si on leur propose d'acheter une maison immobilière et que les taux sont très élevés pour le remboursement, les choses comme ça, et bon, ben, ils vont pas décider d'acheter la maison. Tout comme même contracter des prêts, des choses comme ça. Bah, si le taux de remboursement du prêt est très élevé, comme les Américains aiment être, comment dire, on va dire, les Américains adorent contracter des prêts, des choses comme ça. Ils vivent beaucoup à crédit. Et donc, ils adorent consommer voilà, des prêts, des choses comme ça. Et là, les taux sont très élevés. Parce que les taux d'intérêt montent et ça fait augmenter tous les taux. Donc, ça freine les Américains sur leur consommation. C'était le but. C'est pour ça que la Réserve fédérale augmente les taux. C'est pour que les Américains arrêtent de consommer, arrêtent de contracter des prêts ou arrêtent d'investir dans l'immobilier dans le but de refroidir l'économie et pour que, comme ça, les prix baissent. Ils veulent voilà, vraiment refroidir l'économie pour que les prix baissent. Et donc là, on a peur qu'à force qu'ils augmentent les taux, l'économie se refroidisse, mais se refroidisse trop brutalement. C'est-à-dire que même elle tombe à plat et qu'il n'y se passe plus rien, que l'économie ne tourne plus. Donc c'est ça que les marchés craignent. Et là, voilà, c'est ça qui a créé une nouvelle panique sur les marchés cette semaine. En plus que les résultats d'entreprise n'étaient pas bons, mais les résultats d'entreprise reflètent le sentiment des marchés. Parce que si voilà, les résultats de Tesla et Netflix n'étaient pas bonnes, c'est que la consommation ou les ventes n'étaient pas bonnes. Et pourquoi les ventes n'étaient pas bonnes? C'est parce que justement les Américains ne se sont pas permis d'acheter. Pourquoi? Parce que les taux à crédit ou les taux étaient très élevés pour acheter. Donc on voit que l'économie part en récession avec les chiffres, les résultats d'entreprise sont une preuve
que l'économie américaine entre en récession. Donc voilà, et ils disent que ici les attentes de bénéfices sont beaucoup trop optimistes. Donc les analystes, les choses comme ça, ou les investisseurs étaient bien trop optimistes par rapport aux résultats qu'on a eu là, cette semaine. Et donc on a eu une surprise. On a été assez surpris de voir que les chiffres des entreprises étaient plutôt mauvaises. Mais ça montre que l'économie américaine est en train d'entrer en récession. S'il n'y a plus de ventes, voilà, les gens ne consomment plus, c'est que l'économie là est en train de tomber par terre. Et donc voilà, les marchés ont reculé. Voilà un refroidissement. Donc voilà pourquoi les marchés se sont un peu effondrés. Et ça, on va le voir juste après, ça a entraîné le marché des cryptos dans sa chute. Donc le Bitcoin aussi a corrigé avec cette peur. En fait, les marchés attendent ce qu'on appelle une capitulation. Une capitulation, c'est quand tout s'écroule. Les investisseurs abandonnent et vendent par peur. Hein, par peur, vendent massivement et fuient les marchés. Parce que les marchés s'écroulent. Donc c'est ce qu'on attend depuis très longtemps. Et on pense que cette capitulation-là est proche d'arriver. Et c'est pour ça que les investisseurs sont sur la défensive et sortent et vendent les actions, les cryptos et voilà, et tout le reste, là, tous les actifs face au dollar. Donc voilà, refroidissement sur le marché du travail américain. Indicateur avancé clignote d'une récession. En gros, on a des indicateurs qui témoignent d'une récession. Le marché du travail, là, aux États-Unis, est en train de ralentir. Donc pour une fois, le chômage est en train d'augmenter, alors qu'il faisait que de baisser. Malgré que la Fed augmentait ses taux, le chômage continue à diminuer. Et donc, il y avait de plus en plus d'emplois ouverts. Mais là, c'est le contraire. Là, le chômage est en train d'augmenter. Et donc, il y a de moins en moins d'emplois pourvus. Et donc, s'il y a de moins en moins d'emplois pourvus, c'est que ça veut dire que les chiffres, les entreprises vont moins chiffrer. Et donc, si les entreprises chiffrent moins, c'est une croissance, c'est une économie américaine qui fait moins de bénéfices. Et donc, voilà les signes d'une récession. Vous voyez? Donc, j'espère que vous comprenez un peu tout ça. C'est un peu compliqué. Mais voilà le gros de la chose. Et donc, bien sûr, les investisseurs s'adaptent à tout ça. Donc, les investisseurs réduisent leur liquidité alors que le marché se concentre sur l'inflation. Voilà pourquoi, une des raisons. Donc, les investisseurs ont constaté tout ça là. On l'a tous remarqué que les États-Unis là sont en train de rentrer en récession. La croissance, l'économie est en train de ralentir. La croissance, tout est en train de tomber. Le chômage est en train d'augmenter. Donc, la récession arrive. Et voilà, et les investisseurs se protègent de ça. Ils anticipent que, du coup, les entreprises américaines vont faire moins de chiffres d'affaires. Et donc, ces entreprises américaines qui sont en bourse vont faire moins de bénéfices. Et donc, les cours vont baisser. Et donc, les investisseurs anticipent ça et se retirent des actions qui sont liées aux entreprises là pour se protéger de la future baisse qui doit s'en venir avec la récession. Et c'est ça qui provoque la chute des marchés boursiers quand l'économie est en récession. Vous voyez? Et donc voilà, et comme on sait, c'est encore pire que ça, parce qu'en plus de ça, l'économie tombe en récession, on a la Fed qui s'oriente vers une hausse des taux. En plus, donc déjà que, voilà, ils ont augmenté des taux jusqu'à déjà 5%, 5 et quelques pourcents, ils vont encore continuer à augmenter les taux. Même si c'est très bas, c'est 25 points de base, mais ils vont encore poursuivre leur hausse de taux. Donc déjà les États-Unis vont en récession. Donc ce qu'il faudrait faire pour éviter la récession, c'est-à-dire rebaisser les taux d'intérêt et recommencer à imprimer de l'argent pour soutenir les économies, les actions en bourse, les choses comme ça. Mais au lieu de faire ça, ils n'ont pas le choix, mais ils continuent à augmenter les taux pour continuer à faire baisser l'inflation. Et ça peut provoquer une autre crise bancaire, d'autres bank run. Pourquoi? Parce que quand ils augmentent les taux, comme je vous l'ai dit, quand on augmente les taux, ça impacte le marché obligataire. Et quand, en fait, les taux obligataires augmentent, on a les bons du trésor qui chutent. Vous voyez? Et donc, quand les bons du trésor chutent, ça crée des opportunités. Et donc, qu'est-ce que font les gens? Les gens vont retirer leur argent des banques
déjà pour se protéger parce qu'ils sentent qu'il y a la faillite bancaire, mais aussi pour aller eux-mêmes acheter les bons du Trésor qui sont à des prix irrésistibles, on va dire. Et donc, voilà, ça crée qu'une masse d'Américains qui connaissent un peu la finance, contrairement aux Français là, ou au reste des autres pays, sont moins éduqués. Les Américains sont assez investisseurs, ils connaissent les marchés obligataires, le forex, les choses comme ça. Les Américains se retirent des banques et vont tous retirer leur argent en même temps, et ça crée des bank runs, comme ce qu'on a vu avec la Silicon Valley Bank, la Signature Bank, voilà, tout ça, et même en Europe aussi, hein. Il y a eu un bank run, mais là, c'était en Europe, c'est vraiment la contagion, comment dire, de la panique du système bancaire. Pareil aux États-Unis, mais les Américains, en plus de ça, vont retirer aussi pour acheter des bons obligataires, là, des bons du Trésor, parce que les taux obligataires augmentent tellement fort que les bons, en fait, obligataires chutent complètement et ça donne des opportunités. Et donc, voilà. Voilà pourquoi la Fed s'oriente encore et continue son combat contre l'inflation. Et donc voilà pourquoi les investisseurs réduisent leur liquidité, attendent, parce que le fait de continuer à augmenter ces taux, ça va vraiment faire tomber l'économie américaine vraiment en récession profonde. C'est-à-dire que l'économie va être à plate, mais pendant plusieurs temps. Parce qu'en plus que la Fed augmente ses taux, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient maintenir ces taux pendant une bonne partie même de l'année jusqu'à la fin de l'année. Bon, ça, je pense que c'est du bullshit. Je pense que quand l'économie va vraiment s'effondrer, les bourses vont vraiment s'écrouler, là, ils vont arriver en situation d'urgence et ils vont annoncer qu'ils arrêtent tout ça. Mais en tout cas, en attendant, là, ce qu'on voit, c'est qu'ils continuent à augmenter les taux. Et donc, il y a panique. Vraiment, vraiment, les banques là sont sur un fil. Le système financier est sur un fil. Et ça peut capituler, tout peut s'effondrer là. Vous voyez? Donc voilà en tout cas pour ce qui est des marchés boursiers, des marchés généraux, donc la macroéconomie là, on est vraiment sur un fil là, on est dans le rouge. Là, l'économie elle est vraiment... tout peut s'effondrer. On sent qu'il y a une capitulation qui peut arriver. On sent que tout peut partir en cacahuète là. On sent qu'on est sur un fil. Donc ça concerne vraiment le côté des marchés boursiers de l'économie américaine. Maintenant, on va passer aux cryptos et on va voir pourquoi. Donc, bon, juste avant ça, j'avais oublié. Parce que là, la semaine prochaine, il y a d'autres résultats d'entreprise. Et là, très, très importante. Parce que là, on a des gros acteurs. La semaine qui est passée, on avait juste Netflix et Tesla. C'est pas mal, mais on n'avait que ces deux entreprises qui pouvaient faire bouger le marché. Là, ça s'accélère quand même. On a déjà lundi, on a Coca-Cola. On a Coca-Cola. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lundi, bon, on va compter sur Coca-Cola. Mardi, on a quand même Microsoft, UPS, Visa, McDonald's. Donc voilà, Procter & Gamble. Voilà, c'est des grosses institutions là. On a même Alphabet. Alors, Alphabet, c'est Google, hein. Donc Alphabet et Microsoft, rien que mardi, à la clôture des marchés, ça c'est énorme. Vous voyez? Mercredi, on a Meta, anciennement Facebook. Voilà. Donc ça, vous voyez qu'il y a des GAFAM, hein. Donc des membres du GAFA, là, les plus grosses entités, entreprises américaines. On a regardé jeudi Amazon, Mastercard. Vous voyez, des grosses entités. Vraiment, cette semaine-là, en termes de résultats, c'est encore pire que la semaine dernière. C'est plus gros que juste Netflix et Tesla, vous voyez. Et enfin, vendredi, on a quand même ExxonMobil, Chevron, voilà, qui vont aussi dévoiler leurs chiffres. Donc cette semaine promet d'être chargée, hein. On a même, par exemple, regardez jeudi, par exemple, même Snapchat, hein. Snapchat, la dernière fois, leurs résultats étaient complètement décevants. Et Snapchat, rien qu'à lui seul, avait fait chuter l'ensemble des marchés. Donc c'est vous dire que chaque résultat est scruté et chaque résultat peut annoncer des signes de récession ou pas. Donc on va surveiller encore ça cette semaine. Donc cette semaine qui va arriver va être encore très volatile. Donc voilà, passons aux cryptos maintenant. Et donc vous voyez que c'est très très mitigé. En gros, les cryptos sont en train de se reprendre, mais après une forte chute. Donc ça c'est sur la journée, vous voyez que ça revient un peu. Mais sur la semaine, regardez, c'est une grosse baisse là, ici là. Vous voyez là, on est bien descendu, hein. Donc, on était à 30 000 hein, début de semaine dernière. 30 000, 31 000 par là. Et là, on se retrouve à 27 000. On était même à un plus bas de 27 200. Donc, moi, j'avais annoncé qu'on allait peut-être, je dis bien peut-être, rechuter, mais jusqu'aux 28 000.
maximum. Donc je ne m'attendais pas à une baisse plus puissante. J'avais dit 28 000 et qu'on rebondirait à partir de 28 000 maximum. On rebondirait et on irait plus haut. Là, on est allé même plus bas que ça. C'est incroyable. On a vraiment eu un creux assez fort. On est vraiment allé chercher les 27 000 quasiment pile. Et là, on était à 27 200 et là, on est en train de remonter. On verra. Là, on est à 27 600. Donc, on a repris 400 $ entre-temps. Et donc, voilà. Ça prend cher. Ma crypto all-in casse pas. C'est une de celles qui prend les plus chères. Quoi qu'elle était remontée là ces dernières heures. Mais là, ça repart un peu à la baisse. Voilà, Renders qui performe. Render, un projet totalement unique. Et surtout, le winner du top 100, là, on va dire cette semaine, Zilliqa. Bon, Zilliqa, blockchain moyenne, outsider. Ils ont un gros projet là de métaverse dans leur écosystème, là, le Metapolis Metaverse, là. Mais sinon, hormis ça, bon, Zilliqa, c'est pas trop une blockchain voilà, qui m'inspire. Mais bon, aujourd'hui, il faut leur rendre hommage. Ils sont en top des performeurs, là. Et donc, voilà, mais Bitcoin, ça a eu un beau creux, là. Et là, on va aller plus dans le détail. Et moi, je vais vous donner mon avis à la fin, là. Quand on va analyser, là, il y a vraiment plusieurs charts hein, pour vous montrer pourquoi, moi, en tout cas, je reste assez bullish et pourquoi c'est une énorme chance, là, que même le Bitcoin a rapidement plongé, là, et est revenu à 27 000. Pour moi, c'est une très belle occasion et c'est même peut-être notre dernière occasion avant que le Bitcoin reparte à la hausse et aille chercher les 35, 40K, voire même 45K. Donc, opportunité, pour moi, unique et vraiment une chance incroyable. Donc, voyons voir sur ça. Malgré que ce que je vous ai raconté en début de vidéo, là, la récession qui arrive aux États-Unis, ça concerne vraiment l'État américain. Mais même, en fait, quand là, les marchés risquent de s'effondrer complètement et même le Bitcoin. Hein, même le Bitcoin. Mais pour moi, là, l'effondrement du système bancaire là, ou du système financier américain, c'est même un bon point pour le Bitcoin. Parce qu'on sait que ce système financier là mis en place par les Américains, c'est plutôt un système de Ponzi. Ça ne tiendra pas sur le temps. Ils vont continuer à renflouer, à réimprimer, à augmenter le plafond de la dette et toujours imprimer. Mais c'est un système normalement qui est voué à l'échec. Et un nouvel hécatombe, donc une nouvelle capitulation là, de ce système financier américain et des marchés boursiers, des choses comme ça, pour moi, c'est même une bonne nouvelle pour les cryptos. Ça va alimenter le narratif du Bitcoin qui est l'anti-système actuel. Et pour moi, cet événement va même faire exploser. C'est ça qui va faire, pour moi, exploser les cryptos plus haut. Donc voilà, là, je sépare le marché des cryptos et je prends le risque de dire ça avec les marchés boursiers. Si ça se trouve, le Bitcoin va suivre le même chemin et le Bitcoin va même revenir à 20K là. Mais, ou même moins que 20K. Mais en tout cas, moi, je pense au scénario qui va même renforcer le Bitcoin. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, le Bitcoin a fortement plongé, bien plus que ce que j'imaginais là. Donc, vous voyez, moi, je pensais qu'il allait rebondir. Vous voyez là, il y a... comment ils appellent ça là? Ah, j'ai oublié ce truc. Mais en dessous là, vous voyez le truc vert là, en dessous là. Je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être qu'il le marque ici. Non. Je crois que c'est week off, mais je ne sais même plus si c'est ça. Mais en tout cas, moi, je pensais que le Bitcoin allait rebondir sur la ligne de la zone verte, là, et rebondir. Et au contraire, le Bitcoin est allé même en dessous de ça. Vous voyez? Donc, il a cassé toutes les lignes. D'un coup, voilà, ça a vraiment allé chercher vraiment bas, là. Donc là, on va le voir un peu mieux ici, là. Donc, tous les rebounds, vous voyez, là, tous les rebounds ont été fracturés. Sur le Bitcoin. Et j'aurais jamais pensé ça. Je pensais que ça allait rebondir aux alentours des 28 000. Donc on allait casser un ou deux rebounds là. Et là on a cassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7 rebounds cassés. Il manquerait plus que la 8e. Et là vraiment on irait plus bas. Mais bon, on s'est arrêté à la 7e. Ouais, voilà, à la 7e. Bon, et maintenant on est en train de repartir mais à la hausse. Mais voilà, restons prudents. Mais en tout cas, vous voyez que la chute a été violente. Hein. Et je pense que ça, c'est le coup des baleines. Aussi, Gary Gensler, là, qui s'attaque aux cryptos, tout ça. Donc, il faut dire là, ce qui est, c'est que la liquidation, enfin, la liquidation, ça, je vais revenir sur ça après. Mais en tout cas, ce qui est le plongeon là, du Bitcoin, a secoué un peu et a fait assez mal, on va dire. Voilà. Pourtant, le Bitcoin, vous voyez, hein,
quand je vous mets le chart, on part, regardez, hein, en 2023, là, on était à un prix de 16 000 $, hein, sur le Bitcoin, là, aux alentours, hein, en 2023. Et regardez, depuis 2023, on n'a fait que de monter. Hein. Vous voyez? Regardez, on monte les étages, on monte, on va jusqu'en haut. Donc, c'était normal que le Bitcoin, et c'est normal que le Bitcoin vienne à corriger. Là, il commençait à y avoir une euphorie sur les marchés, un sentiment très positif. Et là, on va dire que, voilà, ça vient calmer et un peu refroidir le marché pour pas que les gens s'excitent. Et tant mieux, ça épure le marché. Donc, on va aller voir tout à l'heure les liquidations, là. Aussi, comme je vous l'ai dit, hein, tout dépend du dollar. C'est le Bitcoin contre le dollar. Et ce qu'on voit ici, là, c'est que, vous voyez, hein, c'est corrélé. Hein. Le dollar, là, ici, c'est en vert. Et le prix du Bitcoin, là, c'est les bougies blanches et noires. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a là? Regardez bien. Si on part, hein, même à partir de 2021, quand le dollar chute là, et plonge là, quand la courbe verte plonge, regardez le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, lui, explose. Et quand le prix du Bitcoin fait des W là, regardez, le dollar, lui, fait des W à l'envers. Vous voyez là, W à l'envers. Ici, Bitcoin, W à l'envers. Et quand le Bitcoin... Enfin, en fait, c'est quand le dollar a explosé là, vous voyez, on est parti à partir de 2021. Explosion du dollar jusqu'en haut. Jusqu'ici là, vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé en contrepartie de ça? Le dollar, lui, est fortement reparti à la hausse. Qu'est-ce qu'on a eu, pardon? Le Bitcoin qui est fortement parti à la baisse. Et là, qu'est-ce qui se passe pour le dollar? Le dollar était en train de remonter là, enfin du plus haut ici là, a fortement plongé. Vous voyez là, au plus haut là. Regardez comment le dollar a fortement chuté. Et bah regardez ce que vous avez eu, un fort rebond du Bitcoin. Et maintenant là, qu'est-ce qu'on a là? Le dollar qui est un peu remonté là ces derniers jours. Et donc là, on a le Bitcoin qui va un peu replonger, ce qui nous attend maintenant. Et là, qu'est-ce qui nous attend là? Le Bitcoin est en train de repartir à la baisse là. Et il risque de partir bien plus bas. Mais tout va dépendre de la macroéconomie. Pour que le dollar continue vraiment à aller plus bas, il faut que la Fed continue à augmenter ses taux. Et c'est ce qu'ils ont indiqué. Donc le dollar là risque encore de partir à la baisse. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est le contraire, pardon. Si le dollar a plongé là, c'est parce que l'inflation a complètement... l'inflation diminue. Et surtout, il y a une décélération du... comment ça s'appelle? Une décélération de la hausse des taux. Et aussi, toute cette baisse-là, c'est aussi le fait qu'ils impriment plus d'argent. Et donc, quand c'est comme ça, le dollar... voilà... plonge face à ça, puisque quand on arrête d'imprimer, il y a moins de dollars en circulation, donc le dollar est plus rare et donc le dollar monte. Et quand il baisse, c'est que en fait, regardez là, comme il a fortement baissé, excusez-moi, c'est que les banques en fait ont imprimé dernièrement pour soutenir les banques. Donc en fait, il y a une forte impression qui a fait chuter complètement le dollar là depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que tellement les banques ont augmenté leur taux d'intérêt. Et ben on a eu une forte comment je vais dire ça, tellement les banques ont augmenté, ça fait que l'inflation est bien redescendue, on va dire ça comme ça. Et les entreprises surtout, à force d'augmenter les taux d'intérêt, voilà, je suis en train de me retrouver là, j'étais perdu là, à force d'augmenter les taux d'intérêt, comme je vous l'ai dit, le crédit est augmenté partout, ça a créé un bank run, une faillite des banques. Et donc, voilà, ils ont dû recommencer à imprimer et ça a donc dévalué le dollar. Et voilà pourquoi la courbe du dollar là est redescendue. Donc, je me suis perdu un peu là. Et là, ce qu'on attend, c'est que le dollar peut-être rechute à force que les taux d'intérêt réaugmentent et que le dollar là aille bien plus bas. Mais pour ça, il faut la capitulation. Et c'est ce qu'on attend, soit d'autres faillites bancaires ou soit une capitulation finale des marchés. Et là, ça entraînerait le dollar bien plus bas. Et ça obligerait la banque à recommencer, la Fed, à recommencer à imprimer de l'argent. Et donc, voilà, ça va détruire le dollar parce que ça va créer plus de dollars en circulation. Donc, le dollar, lui, va continuer à se dévaluer et à plonger. Et là, le Bitcoin, lui, devrait continuer sa hausse haussière. Donc, voilà. Bon, je suis un peu allé loin dans mes explications. Peut-être que j'en ai perdu certains, là. Mais retenez que quand le dollar monte, le Bitcoin baisse. Et vice-versa. Quand le dollar baisse, le Bitcoin monte. Retenez juste ça, déjà. Ça sera déjà un bon point.
Donc voilà, par rapport à ça. Maintenant, on continue dans les charts. Et on va voir ça. Donc, regardez, hein, on a cassé. On était dans un triangle ascendant. Et donc là, on a replongé d'un coup là. Donc d'un coup. Ça, c'est sur le mois. Hein. Ça, c'est sur le mois. Et donc voilà, on est vraiment allé très très bas. Et ça, c'est un schéma qu'on connaît assez. Quand ça s'appelle une reversal rising edge. Et donc, quand on vient buter dans un triangle ascendant là, et qu'on bute une dernière fois en haut, en général, on casse à la baisse. Pardon. Et donc, c'est ce qui s'est passé apparemment ici là. À force de monter, de toucher sans casser le triangle par le haut. Eh bien, là, le Bitcoin a fini par faiblir. Mais vraiment, en vrai, c'est parce que c'est corrélé par rapport à ce qui se passe. Là, c'est surtout par rapport à, voilà, aux dernières actualités, aux derniers mauvais chiffres américains et la récession qui s'approche. C'est ça, je pense, qui fait paniquer l'ensemble des investisseurs. Et l'ensemble des investisseurs ont vendu tous les actifs à risque, sentant la patate là sur les marchés. Donc voilà, par rapport à ça, voilà, hein, ça a cassé. Et là, vous voyez que... Et là, c'est pour ça que je vous dis que, pour moi, maintenant, on va remonter. Et vraiment, c'est la dernière chance d'accumuler. Parce que, regardez, sur le RSI, là, on est au plus bas, là. On a bien plongé, ok, voilà. Et là, on est vraiment en dessous, là. On a même passé la deuxième ligne des pointillés, là. Au niveau du RSI, on a touché le fond, là. Je vais vous montrer sur un autre chart. Mais là, on a plongé. On est vraiment allé très, très loin. Au niveau du RSI, là, on est allé tout en bas. Si on regarde... Bon, après, voilà, il y a un autre chart. Ici, je vais revenir, voilà, je vais revenir sur ça. C'est vrai que on peut quand même toujours... Il y a des charts qui montrent que, voilà, les dernières fois, là, en mars, voilà, on était dans le vert. Ensuite, on a plongé dans le bleu. Et on est même allé plus bas et allé dans le 5, dans le rouge. Là, ils disent que on pourrait vraiment aller encore plus bas et vraiment aller chercher les 23 000. Donc, retenez les 23 000, ce serait peut-être... Si vraiment c'est un scénario catastrophe, on pourrait vraiment aller chercher les 23 000 pour vraiment faire mal au marché. Donc, les 23 000 sont un scénario à considérer. Après, moi, c'est pas ce que j'imagine, mais c'est un scénario possible. Donc, c'est une éventualité. Donc, retenez bien ça. Aussi, on est dans une parabolique, une inversion parabolique. Mais en général... Voilà, là, ça veut dire qu'on peut buter et vraiment encore aller plus bas. Après, on peut, justement, là, on est dans une zone critique, là. Soit on va buter et encore redescendre plus bas, là, et chuter. Ou soit, moi, je pense qu'on va finir par casser ce parabolique ascendant, là. Et vraiment, maintenant, aller de l'autre côté et repartir à la hausse. Donc, on verra ce qui se passera. Nul ne peut savoir, hein. Pas besoin de jouer, d'essayer de faire les devins. Tout va se passer... à l'extérieur du monde de la crypto. C'est plutôt la macroéconomie qui va nous dire ça. Ce qui se passe, les résultats des entreprises américaines, ce qui se passe aussi dans le reste du monde, l'adoption ou les réglementations dans le reste du monde par rapport à la crypto. Voilà. Tout va dépendre des nouvelles qui vont sortir à l'extérieur. Donc, voilà, hein, regardez comment la chute... En fait, cette chute-là, c'est pas très logique. En général, bon, si ça l'a déjà fait par le passé, mais regardez, hein, quand ça monte harmonieusement, on va dire. Quand ça chute, c'est des marches d'escalier, ça va très très vite. Hein, vous voyez? C'est ça le problème. C'est que quand ça monte, voilà, ça monte tranquillement, ça fait limite une courbe au niveau du volume, mais quand ça baisse là, voilà, on peut descendre d'une échelle d'un coup là, en termes de bougie là, et voilà. Donc voilà, on a une grosse bougie d'un coup, on l'a pas vu venir, mais tant mieux. Tant mieux parce que pour aller chercher les 40K, il faut des corrections comme ça. Il faut une épuration du marché. Je vais vous le montrer ça à la fin. Donc voilà l'un des charts que je pense, le scénario qui devrait arriver. On l'a eu ça début mars, pardon. On a passé et on a plongé bien plus bas que ce qu'on attendait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on est rapidement remonté et on est allé bien plus haut. Pour moi, on peut faire le même scénario. Donc là, on est remonté bien plus haut. Voilà, très très haut. Là, on a bien plongé. On peut aller au 27, 26K, voire 23, n'oubliez pas. Si vraiment c'est un scénario catastrophe. Je pense pas, mais bon, on est sûr de rien. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, voilà, c'est ce scénario-là. Un plongeon et là on va rapidement revenir pour aller vraiment cette fois aller chercher les 35
voire 40K là. Donc on verra 30, 32. Déjà, allons au 35 déjà. On verra. Le 35 semble la prochaine target. Si on refait ce même schéma là, on irait chercher les 35K. Voire un peu plus, 36 peut-être. Donc moi, ça c'est un chart qui me hype. Et je pense qu'on va faire ce scénario là. On verra en tout cas. Et je vais vous montrer, hein, je vais continuer à vous montrer pourquoi je suis bullish par rapport à ça. Donc on est à combien de minutes? Ouais, on est déjà à une demi-heure. Hein. Je vais essayer de décourter à chaque fois. C'est très long. Donc voilà, là on a deux similarités. Regardez, en haut c'est le SP500 et en bas c'est le Bitcoin. Et là, regardez sur le Bitcoin, là, on est en pleine phase de retest. Regardez ce qui s'était passé sur le SP500. On avait cassé vraiment à la baisse. Et ce qui s'est passé. Et ça, voilà, là c'est sur plusieurs années. Hein. Vous voyez là, 2022, 2021. Voilà, là c'est un chart qui se monte sur au moins 2-3 ans devant. Mais il est similaire, on va dire, au chart du SP500, mais sur beaucoup plus d'années. Hein. Sur le SP500, vous voyez que c'est beaucoup plus long. C'est depuis 1997. Mais quand on regarde bien ça, on a à peu près la même courbe entre les deux, là, si vous regardez la similitude. Et là, le rebond qu'on a eu là, le retest sur le Bitcoin, il dirait que c'est le retest qu'on a eu on va dire en 2003, la deuxième partie de l'année en 2003. Et ensuite, on est vraiment allé plus haut. Et comme le Bitcoin, ça va beaucoup plus vite que le SP500, bah là, on va venir retester ça, là, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, rebondir, là, au niveau des 27 500. Quoique, on a vu dans les charts qu'on est redescendu même à... Ah non, non, c'est bon. Ouais, on a été à peu près là, excusez-moi. Donc, on rebondit ouais, vraiment sur cette zone rouge, là. Et là, maintenant, on va rebondir et aller faire un peu comme le SP500 et remonter tranquillement sur le temps avant de peut-être exploser à la hausse. Bon, ce chart, pour moi, il n'est pas très pertinent. Je vais quand même vous le laisser. Mais je pense pas qu'on va faire à peu près comme le SP500. Les cryptos, c'est pas le SP500. Je pense pas qu'on va faire ça. Mais bon, je vous le montre quand même. Mais voilà, hein. Si on regarde bien, regardez le Bitcoin en 2019. Et maintenant, regardez, on était dans un pullback. On avait fait un premier pullback en 2019. On était monté. Ensuite, on a corrigé fortement. Et on a fait un deuxième pullback pour aller chercher plus haut. Avant que ça range et pendant longtemps. Et qu'après, on ait une explosion bien plus tard. Mais là, regardez. Là, on est pareil, hein, même scénario. Donc, le premier pullback. Maintenant, on a la correction là. Et voilà, on va ressortir de ça. Peut-être on va ranger. Et deuxième pullback qui va nous amener justement, bah voilà, comme je le dis, hein, au niveau des 40 000 là. Jusqu'à 40K. Comme ici là. Et là, il dessine pas une pointe comme en haut là. Ici, on avait vraiment eu une pointe. Et voilà. Et après ça, on devrait ranger quelques temps, je pense. Mais voilà. Voilà le scénario que je vois à peu près. Un scénario où on monte, on bute vers les 40, 42, 45. Et ensuite, on range une bonne partie, voire on retombe. Et ensuite, bim, l'explosion en 2024. Voilà, c'est à peu près le scénario que je vois. Et comme je vous le dis là, regardez. On est au plus bas. Avec la nouvelle baisse qu'on a eue là, une forte baisse, hein, vous voyez ici là. Moins 12% là sur le Bitcoin en avril. Bah, regardez, au niveau du RSI, on peut quasiment pas faire plus bas. Bon, on a eu plus bas légèrement en mars. Vous voyez, mais on est dans des plus bas au niveau du RSI. Là, on se trouve à 19,64 au niveau du RSI. Donc, à chaque fois, là, on est dans la zone. C'est-à-dire qu'au niveau du RSI, on peut aller encore chercher les 23 000 sur le Bitcoin. Et là, on viendrait vraiment très, très bas comme les fois précédentes ici. Donc, c'est vraiment pas exclure. Hein. Un Bitcoin qui irait chercher les 23 000. Quand je regarde les charts, et ça sera dans mon bilan à la fin de la vidéo, c'est vraiment une possibilité là. Donc, on va continuer. Bah du coup ça je vais le repasser à la fin. Mais en tout cas moi le scénario que je vois c'est que oui regardez hein, on a la bougie. On peut avoir une nouvelle bougie qui nous ramènerait jusqu'à 23K là. C'est un scénario qui est possible hein. Mais là après on rebondirait pour moi sur cette ligne parabolique là rouge que vous voyez. Et voilà c'est un schéma qu'on connaît hein. Le step like formation là. À chaque fois on vient rebondir sur la courbe montante là. Vous voyez. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, on pourrait aller plus bas. Hein. Enfin, je vois là, c'est une possibilité. On peut aller chercher 23K et aller vraiment, cette fois, aller vraiment plus haut. On verra si c'est ce qui se passe ou si on repart depuis les 27K là. Mais bon, voilà, en dehors de ça, on a plein de choses qui nous montrent. Là, par exemple, on a l'offre relative de détenteurs longs face au court terme. En fait, on voit que sur la courbe là,
quand ils mettent une courbe là, c'est le ratio détenteur long et détenteur à court terme, on voit que cette courbe là, orange là, justement, elle avait dépassé en 2016, 2015, entre 2015 et en 2016 à peu près, elle avait dépassé le cours du Bitcoin, tout ça. Et qu'est-ce qui s'était passé quand elle avait replongé? Eh ben, on a eu une explosion. Et là, pour la deuxième fois de son histoire, là, on a dépassé le cours du Bitcoin pendant la baisse, là. Et là, maintenant, on est en train de replonger en dessous. Au niveau du ratio, là, comme ici, là. On avait recassé à la baisse, là. Vous voyez, il y a une sorte de rond avec une flèche vers le bas, là, violet, là. Ici, là, que vous voyez, là. Et en fait, là, ça montre que cette courbe orange est en train de repartir à la baisse, là. Le ratio détenteur long contre court terme. Et donc, cette baisse, ça avait créé un énorme bull run par la suite. Et là, qu'est-ce qui se passe, là? Bah, si on a le même scénario, regardez, il nous dessinerait voilà, un énorme bull run qui irait jusqu'à peut-être 2024-2025. Là. Ouais, si on fait le même schéma ici que là, voilà. Le fait que ça vienne recasser, repartir à la baisse, là, la courbe orange, bah, ça nous donne une sorte d'explosion. Voilà. Très très haute qui nous ramènerait voilà, jusqu'aux 100 000 une première fois avant de corriger et aller même monter jusqu'à 300 000. Donc on verra. On verra si c'est ça ou pas. Très intéressant comme chart. Ici aussi, hein, c'est le scénario que je vois. Donc voilà. Hein. Pour moi, on va. Vous voyez là, on a une courbe ascendante là. Et là, on vient juste buter dessus pour aller chercher plus haut. Et c'est le même scénario. Regardez. Là, on est sur la base. Ils appellent. Je crois que c'est la 4e. Hein. Je crois que c'est la base 4. On est sur la 4 là. Et on va aller chercher une montée une dernière fois. Et après, faire un sell point. Donc le sell point, pour moi, il est au niveau des 40 000. Aux alentours. 42, 45 ou 37. Ou, voilà, mais plus de 40 000, 42 000 là. 42 500. Pour moi, c'est là qu'on va avoir le sell point qui va venir nous faire corriger là. Et là, c'est ce que le schéma nous montre là. Donc on verra si c'est ça qui va s'en tenir. On verra bien. Mais voilà, sinon, de manière générale, il n'y a pas de surprise. Hein. On est sur un retournement. Et depuis le début de l'année, enfin 2019, voilà, on est en train de remonter petit à petit sur le Bitcoin. Hein. On est monté, après on a fait un long bull run, on a corrigé. Et là, voilà, on va encore remonter. Donc c'est toujours la même chose. Et vous voyez que c'est de plus en plus haut. Donc là, ça nous ramènerait théoriquement à 180 000 dollars sur le Bitcoin. Le prix du Bitcoin. On verra. On verra. Là, à court terme, on est dans des temps difficiles là. Mais on peut vite rebondir et aller chercher ces paraboliques là. Ces prévisions. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est tout simplement la liquidité. En fait, là, on a eu la plus grosse liquidité en 2023 avec cette baisse du Bitcoin là, qui a eu là, de 30 000 à 27 000. Eh bien, l'événement de liquidation le plus élevé de longue vient de se produire en 2023 jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle pour nous les holders, puisque Bitcoin ne grimpera pas à moins que cette liquidité ne soit saisie. Si la plupart des ventes au détail sont longues, BTC ne montera pas. Donc voilà, entre guillemets, on peut dire c'est que avec une forte gifle, parce qu'en gros, voilà, le marché s'est épuré là. Le Bitcoin a liquidé tous ceux qui voulaient être millionnaires là rapidement là, ou tous ceux qui voulaient être riches rapidement et qui commençaient à être euphoriques. Voilà, il y a une forte liquidation. Il y a eu une forte correction du prix du Bitcoin et une forte liquidation. Vous pouvez le voir ici là. Regardez, ça atteint des sommets là en termes de liquidation jusqu'à 32K de liquidation là. Donc 32 260 millions je crois. Oula. Oula, j'ai eu un petit bug. Voilà, ouais. C'est bon, c'est revenu. Donc voilà, c'est monté jusqu'à 260 millions, je pense, de liquidation. Je sais pas s'il parle de 25, ouais. Mais en tout cas, la liquidation a été violente. Hein. Et tous les traders là qui font des longues, des multiplicateurs qui veulent multiplier leurs gains, tout ça, et tous, ils ont été amenés aux abysses, on va dire. Donc voilà, et dans l'investissement, il faut être patient et discipliné. C'est là où on gagne vraiment. Tant que vous n'aurez pas compris ça, que vous spéculerez vraiment et que vous ne serez pas patient, en général, vous ne ferez pas de gros gains. Donc si vous êtes des bons traders, vous ferez des petits gains par-ci par-là. Mais les vrais gagnants seront les holders qui conserveront, qui tiendront sur le long terme. Vous voyez ? Parce que ces personnes-là éviteront toutes les spéculations, les choses comme ça. Après,
la complexité dans le monde de la crypto, ça bouge très vite. Donc moi, je tiens à être un holder, mais le problème, c'est que des nouvelles technologies arrivent sans cesse et des nouveaux projets arrivent sans cesse. Donc moi, j'aimerais bien être établi sur une seule crypto, mais à chaque fois, ça évolue. Et donc, à chaque fois, ça m'oblige à bouger, mais moi, de manière générale, j'ai pas envie de bouger. J'ai envie de rester long terme. Et là, tout ce qui s'est passé, là, la baisse et tout ça, j'ai pas touché. Moi, c'est le moyen long terme. Voilà. Je touche que si ça en vaut la peine. Mais quand je touche, je cherche pas à trader, hein. J'enlève pour se troquer contre une crypto, mais je continue mon hold, on va dire, sur le long terme. Donc voilà, par rapport à ça, la liquidité est arrivée. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Bah, la suite, hein. Donc la montée, hein. Donc sur le court terme, oui, on corrige. Mais sur le long terme, croyez-moi qu'on s'est bien retourné, hein. Et que là, on part jusqu'au 200K à l'horizon 2025-2026, il nous dirait ici, là. Donc au moins 2025, je pense. D'ici à 2025, je pense qu'on va bien monter. Et après, peut-être 2026, peut-être qu'il y aura une autre correction. Donc voilà, hein. On verra par rapport à ça. Restez à l'affût sur les marchés. Regardez, hein, la liquidité est prête, hein, à être investie. Donc la part du marché de l'USDT, de Tether, donc qui est un stablecoin qui reflète le cours de l'USDT, s'élève à 63%. Il s'agit de son plus haut niveau depuis presque 2 ans. Vous imaginez, le market cap de USDT atteint 81,5 milliards de dollars jeudi, se rapprochant de son atterrage du 1er mai 2022. Donc, vous voyez que les investisseurs, en tout cas en crypto, sont tous en USDT. Et ils attendent juste le moment propice. Donc, toute cette liquidité-là qu'il y a sur le stablecoin USDT va être déversée au bon moment. Les investisseurs attendent juste l'opportunité, attendent peut-être la capitulation ou attendent de voir comment se comporte au niveau macroéconomique, comment ça se passe. Voilà. Les investisseurs ne sont pas partis des marchés, hein. Ils sont à côté, prêts à dégainer. Vous voyez? Donc, il y a une grosse liquidité qui est en attente, en stablecoin, en dollars en gros, et prête à rentrer sur les marchés. Donc, vous voyez? Donc, et ça, moi, pour que vous profitiez en tout cas de cette hausse ou de toute cette liquidité qui va arriver, il faut être investi avant que cette liquidité revienne sur le marché. C'est pas quand le marché va exploser et va prendre du plus, voilà, je sais pas combien de pourcents. Il faudra à ce moment-là. Après, vous pouvez attendre la capitulation, hein, si vous êtes sûr que ça va arriver. Qui plus est sur le marché crypto. Parce que moi, je pense que ça va arriver, mais sur le marché boursier. Crypto, je ne suis pas très sûr. Les cryptos ont leur propre chemin. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous pensez qu'on va aller plus bas, comme à 23 000, comme je vous ai montré sur les charts, voilà, hein, jouez le coup. En tout cas, moi, je préfère être sur le marché et holder et bénéficier de quand toute la liquidité va revenir. Je serai déjà placé, je vais profiter. Ça va démultiplier en fait mes gains. Donc après, chacun voit voilà, comment il veut. Mais en tout cas, je préfère être avant que ça se passe. Surtout que, regardez, un portefeuille contenant plus de 6000 BTC se réveille après 9 ans de sommeil pour transférer plus de 2000 Bitcoin. Donc même 9 ans, voire il y avait un autre portefeuille 10 ans après là. Voilà, les portefeuilles qui dormaient toutes ces années là se réveillent. Pourquoi ? Parce que ces baleines-là qui détiennent énormément de Bitcoin ont compris que c'est le moment d'accumuler là. Et là, comme il y a une forte baisse, une forte vente de Bitcoin depuis plus d'1 an là, les baleines sentent qu'on est proche d'une explosion nouvelle là. Et donc ces baleines-là sont en train de faire leur mouvement, d'accumuler, de vendre à côté, enfin de se préparer au terrain pour la prochaine course haussière. Donc les amis, après le fait que la baleine ait dormi tout ce temps, bon elle aurait pu mieux jouer, hein. On a eu une année de baisse sur le Bitcoin. Le Bitcoin a vu son prix être divisé par 2, voire 2,5. Bon, mais en tout cas, la baleine commence à se réveiller et a envie de bouger ses fonds, tout ça. Donc intéressant en tout cas. Et voilà les targets qu'on pourrait avoir sur le moyen long terme. Donc, êtes-vous prêt pour un Bitcoin à 300 000? En tout cas, c'est ce qu'on nous prête à croire. Donc regardez, hein, c'est toujours pareil, sauf que les ronds se rétrécissent petit à petit. Donc regardez, là on avait eu 17K, mais on aurait pu, regarder sur les ronds. En fait, on vient ici, là, au niveau des ronds, entre les deux. Et donc là, on avait touché 17K
Enfin, d'abord les 1K, ensuite, vous voyez, on est venu se placer ici 17, là à peu près 68. Et maintenant, regardez, le prochain rond là nous emmènerait ici jusqu'au 300K. Donc voici peut-être la prochaine target avant que ça vienne corriger et ensuite exploser à nouveau. Voilà, jusqu'au 1 million. Donc 300, le prochain top ou le plus haut du marché crypto, apparemment ce serait au 300K. Donc on verra, espérons que ça se passe. Peut-être d'ici dans les 3 ans, donc vers 2025, on se rapproche des 300K. Espérons-le, c'est très possible. Et ensuite on corrigera fortement une grosse année de baisse avant ensuite de recommencer à accumuler et d'aller chercher les 1 million pour le Bitcoin. Donc petit à petit les amis, moi voilà, mais vous voyez, regardez bien où on est. Là on était au plus haut là 68, regardez, on est au plus bas là. Là on doit se placer avant d'aller monter au 300K. C'est pas quand le Bitcoin va revenir à 50 un peu plus haut là, à 50 ou 60K, qu'il faudra se dire ah c'est le moment de rentrer. Vous allez louper une grosse partie de la croissance qui est à partir de là. Vous voyez? Donc pour moi là on est vraiment au plus bas. Certes, sur le court terme, là, depuis cette semaine ou aujourd'hui, on est en forte correction. Mais ça, c'est rien du tout. Ça, c'est que du court terme. Sur le long terme, on va vraiment aller chercher plus haut. Donc vraiment, préparez-vous. On a l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre qui a vraiment ouvert des esprits. Donc Robert Kiyosaki, celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Et je vous recommande ce livre. Vous avez même le lien en description, je pense. Un livre qui nous fait changer complètement de mindset, qui nous fait avoir une mentalité de pauvre, qui nous fait passer à une mentalité de riche, comme on a conscience des actifs et des passifs. Et donc, cet auteur-là voit rapidement un Bitcoin à 100 000 $. Donc, l'auteur de Père riche, Père pauvre, donc Rich Dad Poor Dad, fait une prédiction sur le prix du Bitcoin assez audacieuse. Donc, il prédit un Bitcoin à 100 000. Ouais. Parce que il dit que le Bitcoin, c'est l'argent de la liberté. Et justement, il voit une hécatombe du système financier américain. Et donc voilà. En dehors de ça, dans le reste des actualités, là, on a fini le live. Donc le projet de loi du Texas récemment adopté renforcera la responsabilité des exchanges crypto. Donc voilà, il y a la réglementation. En plus de tout ça, il y a la réglementation qui arrive. Et c'est ce que une majorité aussi d'investisseurs attendent, c'est qu'on ait des lois et des réglementations bien plus claires. Comme ça va permettre, ça va donner confiance aux institutionnels comme BlackRock, comme Fidelity, les plus grands fonds de gestion, de commencer à entrer sur les cryptos. Vous voyez? Et comment dire? Et même les États pourraient accumuler. Il faut juste des cadres réglementaires. Donc en Europe, l'Europe ont été les premiers à dégainer. La loi MiCA a été votée. Il manque qu'elle soit approuvée. Mais en tout cas, en Europe, là, il y a un coup d'avance. Pour une fois, ça m'étonne assez. Mais voilà, pour cette vidéo, c'est ma précédente. C'est ma vidéo précédente. Si vous voulez voir la réglementation en Europe votée, ma dernière vidéo parle de ça. Donc voilà, par rapport à ça. Donc voilà, la réglementation qui se met en place. À Dubaï, encore mieux. Les Emirates même, donc les EAU là, donc voilà, Emirates et Arabes Unis là, proposent un projet de loi pour créer une économie décentralisée pour leur zone franche, avec des exonérations fiscales à 100%. Donc même en dehors de Dubaï, vous avez même Abu Dhabi, qui est un peu plus loin là, pas loin de Dubaï, qui va proposer une économie carrément décentralisée, donc un monde complètement Web3, et qui va être complètement défiscalisé à 100%, c'est-à-dire sans taxes, sans rien, voilà, zéro impôt, vous voyez, une fiscalité zéro. Donc incroyable. Et ça, c'est une énorme nouvelle. Et bon, de toute façon, moi, c'est vers là-bas que je m'oriente, ces zones-là, là. Et donc, voilà, ça ne m'étonne pas de là-bas. C'est le progrès. Ces zones-là, c'est le progrès. Et donc, c'est génial. Franchement, encore une raison, voilà, d'aller faire du business dans ces alentours-là, là. Donc, nickel. Là, c'est Abu Dhabi, c'est pas Dubaï, c'est un peu plus loin. Mais Dubaï, ils partent dans le même sens aussi. Donc, on finit les actualités par voilà, un pôle de crypto formation qui a mis IA plus robot égale bientôt près de chez vous. On a McDonald's qui, voilà, qui a ouvert un premier resto
automatisés, on va dire, sans employés. Donc simplement avec des robots régis un peu par l'intelligence artificielle, qui sont des robots intelligents. Donc on va dire l'AGI. Quand on parle de robots intelligents, on parle de AGI. Donc on a AI, intelligence artificielle, et AGI. Je sais plus c'est quoi le terme, mais AGI c'est pour les robots humanisés ou voilà, qui ont l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc ça, nickel. Hein. McDonald's, et bientôt, hein, dans le monde de demain, voilà, ce seront des robots qui nous serviront, qui feront notre service, les choses comme ça. Donc bienvenue dans le monde de demain, et ça commence en tout cas avec McDonald's. Vous voyez? Et on a posé la question. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est Boran Tanguiz qui a dit que pour développer l'AGI, il faudrait que ce soit écrit avec le langage Python. Python, c'est un ancien langage hein, qui n'est plus très... voilà, qui est un peu ancien et qui n'est plus très utilisé. Et lui, il a dit qu'il pense que voilà, ce serait mieux d'écrire... voilà, parce qu'en fait, vous voyez que les robots, ils ont un langage dans leur cerveau. Hein. La programmation, hein. C'est pas comme ça. À la place d'un cerveau, ils ont une programmation à l'intérieur. Et donc... cette personne-là a dit que bah, pour écrire cette programmation pour les robots, pour que les robots soient intelligents et parlent et développent avec nous, il faudrait écrire en Python. Et là, on a Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, ou actuellement deuxième après Bernard Arnault, mais Elon Musk, le fantasque, qui a dit que pour lui, le meilleur langage pour ça, c'est Rust. Et Rust, justement, c'est le langage de Solana, de Aptos avec leur langage Move, mais qui est un Rust modifié, et surtout de Caspa, qui arrive avec un nouveau langage Rust bien réécrit. Donc Rust, c'est considéré même peut-être comme, et la plupart, même les développeurs en Solidity ou même les développeurs de la communauté Ethereum disent que le Rust, c'est vraiment un langage très très efficace et très développé. Donc peut-être même avec Solidity, Rust est considéré comme le meilleur langage, qui est bien mieux adapté pour les smart contracts, qui est bien mieux scalable que tous les autres langages. Donc avec Rust, Rust accepte la parallélisation sur les blockchains, et c'est ce que Caspa est en train d'utiliser. Donc en plus, Caspa, en plus d'être totalement décentralisé en ayant le consensus Nakamoto, donc la même décentralisation que Bitcoin, en plus de ça, ils vont résoudre le trilemme de la blockchain avec leur technologie de bloc DAG. Donc c'est même pas une blockchain Caspa, c'est un DAG, donc c'est l'évolution même de la blockchain. Et en plus de ça, ils ont le langage de réécriture, enfin le langage d'écriture pour les smart contracts le plus évolué, Rust le plus rapide et le plus scalable. Donc vraiment un projet parfait, et c'est le projet où je suis all-in. Donc je vous laisse avec ça, les amis. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo très très longue. Hein. On est à 52 minutes. Hein. Énorme. Donc je fais pas plus long. Désolé pour la miniature. Je me suis trompé de miniature, carrément. Donc, j'ai oublié de la changer. C'est bien celle-là. Ah, c'est dommage. Parce que je vais enregistrer toute la vidéo comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous laisse comme ça avec c'était cette miniature. Mais bon, ça, c'est pas grand-chose. Vous avez eu l'essentiel des informations. Bien, les amis, force à nous. Hein. On est en week-end, donc on verra si je fais d'autres vidéos. Je suis pas sûr. Là, je vais être pas mal pris ce week-end. Mais en tout cas, voilà où en sont les marchés. Moi, le résumé de tout ça, c'est qu'on peut encore aller chercher les 23 000. En tout cas, techniquement. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une opportunité unique là. Ça a baissé. Pour moi, c'est une opportunité parfaite pour accumuler. Parce que pour moi, on va aller chercher les 35 voire 40K à horizon court terme. C'est-à-dire dans les 2 mois qui suivent là, on dirait. Donc voilà les amis. Hein. Je vous laisse là. Passez une bonne soirée. Passez un bon week-end. Et on se retrouve. Hein. Allez, à plus.